Oh, c'est pas très joli la lumière comme ça. Ah oui, j'ai plus de voix. Je suis un malade, j'ai plus de voix, mais bon, attendez. Attendez. Bonsoir. Bon. Hein? Monsieur? Dans la poche? Du pull plaid? Ah bah oui, mets-toi bien. Fais-toi plaisir. Bonsoir. Bon, Macron parle dans 22 minutes. Euh, il paraît, selon le Figaro, que Macron ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de voix pour faire chuter le gouvernement. Il paraît qu'il a été surpris. Je sais pas ce qu'il attendait. Il s'imaginait peut-être encore, comme il imagine depuis 7 ans, que le PS allait se rallier à lui. Ce qui est absolument d'élu de sa part, hein, mais bon. Ouais. Le génie de la politique n'est finalement peut-être pas un génie. Apparemment, plusieurs scénarios. Soit il nomme déjà un nouveau Premier ministre, soit il essaye quand même de rassurer le marché. Mais il paraîtrait qu'il aurait dit... il paraîtrait qu'il aurait dit... Enfin, qu'il aurait confié à des proches conseillers qu'il y avait eu à l'Assemblée, contre Michel Barnier, un front anti-républicain. Il paraît qu'il aurait dit ça. Toi, tu t'en fous de Michel Barnier. Hein. Il s'en fout, monsieur Bourrage. Ouais, il est surpris partout. Ouais. La République, c'est lui, peut-être bien. Vous y croyez toujours pas, l'hypothèse du référendum? Hmm. De toute façon, ce qu'il y a bien une chose de sûr, c'est qu'on va être surpris. Soit, Macron, c'est simple. Soit il dit rien, et il parle pour rien dire, ça il nous a beaucoup habitués à ça. Soit il parle pour faire une annonce que personne n'avait vu venir et qui est désastreuse. Il y a un monde dans lequel il dit j'en ai plein le cul, c'est aux parlementaires de me proposer de se mettre tous d'accord sur un gouvernement. Moi je lâche l'affaire. Ah, il démissionnera pas. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il démissionne. Hein. C'est zinzin de ouf hein, si ça arrive.
Si ça arrive, c'est absolument taré, mais je n'y crois pas un instant. Élection le 1er janvier. Comme ça, tous les jeunes sont trop bourrés pour aller aux urnes. Ils sont tous chez leurs parents, ils peuvent pas aller voter. Ah mais il démissionne pas. Même s'il démissionne, le Parlement, il est toujours bloqué. Enfin, il est toujours en vrai dans la même situation, le Parlement. Hein. On va surtout voir s'il fait des fake news de base. En mode... le RN et la France Insoumise ont décidé de faire payer plus d'impôts aux Français. Ce genre de bail. Ce qui est faux, hein, mais ce genre de bail. Moi, ça, je l'attends là-dessus. Hein. Je sais pas ce qui peut se passer. Ça, monsieur? Ouais, il y a moyen qu'ils nous disent qu'on est trop cons. C'est ce que Brigitte Macron nous a dit il y a 3 jours. On était trop cons pour son mari. On se rend pas compte à quel point c'est un génie. Et il y a un monde dans lequel il nomme Bardella, mais il faut que Bardella accepte. Mais c'est pas le premier groupe à l'Assemblée, ce serait suicidaire. Hein. Et on va en parler quand même après, parce que malgré tout, il va nous falloir un gouvernement à un moment, donc il va falloir qu'il nomme quelqu'un. J'ai décidé de nommer mon berger allemand à Matignon. Son Bardella, c'est pas dans son intérêt, là, il est en train de vendre ses meilleurs livres, ça lui achète sa meilleure villa. Tiens. Merci. Faut que tu dégages, monsieur Bourrage. Ah, il faut que je mange, faut que tu t'en ailles. Laisse-moi manger mon dernier repas avant l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est une tartiflette aujourd'hui. J'ai décidé de nommer Inoxtag. Imaginez, il organise un battle royale pour nommer le prochain Premier ministre. En vrai, il y a un monde dans lequel il a dit démerdez-vous. Il dit aux parlementaires vous vous êtes mis dans cette situation tout seul, démerdez-vous. À vous d'aller devant les Français, de vous mettre d'accord
et de trouver un nom. Sinon, ce sera votre faute. Je vois bien faire ça, moi. Merci. Ça, Macron, il ne l'enlèvera pas la tartiflette. Quoi qu'il se passe, on aura la tartiflette. Est-ce que Jean Massier va faire une attaque ce soir? Qu'est-ce qu'il dit, Jean Massier? Il a des offs? De son côté? Ah, il fait backflip. Le pire moment. Mhm. Tartiflette Premier ministre? Pas sûr. Oh oui, on a René Macron. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien, il y a un écran d'attente. Mais oui, on va regarder, bien sûr. J'ai décidé de nommer Patrick Sébastien à la tête de l'État. Il peut renommer Barnier, hein. En disant, de toute façon, il n'a pas pu faire sa mission, je le renomme. Bah, Barnier, il a dû prévoir Noël en famille, là. Ça le fait chier de retourner. Bonsoir. Dès l'instant que ça bouge, on va aller voir, hein. Oui, on regarde. On est là pour ça.
Thaïs Descuffon, c'est pas celle qui s'est fait virer d'Europe 1 parce qu'elle était trop à droite. Petit gouvernement technique sinon qui va de Hugo Décrypte à Bernard Arnault. Moi j'y crois à son truc de c'est la merde, vous avez foutu la merde, débrouillez-vous. Je l'ai vu le truc des chaises là. Ça m'a fait rire. Oui, tu peux nommer quelqu'un qui refuse. Mais du coup, t'as perdu du temps, quoi. Comme tu peux refuser la démission de quelqu'un, mais si bien plus au travail, bah tu le vires, hein. Oui, il peut nommer sa femme. Il peut nommer Alexis Kohler s'il veut. De toute façon, on va entendre tout ce qu'on a entendu hier, mais au lieu de se taper les 3 heures, ça va tout être condensé en 10 minutes. Tondelier va finir de torpiller le NFP. Moi, il torpille pas le NFP, Tondelier. Et là, il nomme François Hollande. Il dira jamais oui. Ça dure rarement plus de 10 minutes. Ouais. Oui, c'est Cécile Duflot qui a dit qu'il fallait faire un front républicain. Mais elle est même plus Europe Écologie Les Verts, hein. Cécile Duflot. Ça fait bien 5 ans qu'elle fait plus de politique, hein. Probablement plus, même. Enfin, qu'elle est plus élue. Maintenant, elle est Oxfam. De toute façon, on sait que dans le prochain gouvernement, le jeu, ce sera trouver celui qui fera son coming out pour sauver pour sauver le cul du gouvernement. Casbarian, on a eu Dussault qui a tenté la même chose. Attal. Oui, Casbarian est gay, il a fait les couvertures de Paris Match avec ses chats là pour adoucir son image. Comme Marine Le Pen l'avait fait à l'époque. Je crois que Marine Le Pen, elle a même une licence d'éleveuse, non?
Attal, non. Attal, j'y crois pas. C'est bon, mais c'est gras. Hein. Deux minutes. Non, mais Casbarian, c'est vraiment le compte Instagram du néo-rural qui veut défendre les traditions et qui dit qu'il faut bouffer des entrecôtes tous les 2 jours au barbecue, que c'est ça la France. Donc pour moi, la France, c'est pas faire des entrecôtes au barbecue, hein. On n'avait pas les moyens. Hein. J'ai jamais eu les moyens de faire ça, moi. Merci Satori Teru. Pour le prime. Nous, on mangeait de la volaille et des côtes de porc, ou du lard. Et le lard, c'est pas incroyable. Hein. Alors, en attente. On attend. Le lard, c'est du bacon? Non. Pas vraiment, non. Le bacon, c'est souvent tranché fin et fumé. Ah. On va être plus fort. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement et j'en ai pris acte. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment, quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait, et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Et cette situation exige une nouvelle organisation politique. C'est inédit, mais c'est ainsi. Il va le faire. Alors, durant cet été, j'ai largement consulté. Il va le faire. D'abord, pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble. Il va le faire. Et moi, je vous le dis depuis toujours, il va le faire. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination.
C'est pourquoi en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité. Moi, je colle qui veut sortir la 5e. Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer, et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier François Hollande d'extrême gauche, la France, ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses, comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Oh. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Bon, ça, on a déjà tout entendu hier. Hein. Du reste du nouveau Front populaire. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, non plus. à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Mais ce faisant, d'abord, il se garde bien de vous rappeler la réalité de notre Constitution. Quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu, travailler ensemble au service de la France et des Français. Ensuite, personne ne peut en fait se permettre d'attendre pour agir, pour être utile. Donc, le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. La responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. On le savait. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. À partir d'aujourd'hui, c'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Voilà. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Oh. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité. S'il parle juste pour dire je vais nommer un Premier ministre un jour. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Et je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. Les services publics fonctionneront, les entreprises pourront travailler, nos obligations seront tenues. Nos maires pourront évidemment, là aussi, continuer de fonctionner. Je les remercie encore de leur dévouement pour la nation. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. C'est nécessaire pour en effet protéger les Français des hausses d'impôts mécaniques liées à l'inflation, parce que je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre au pays d'investir, comme cela a été prévu,
pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. Oh, Dieu soit loué! Le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions, c'est celui de notre nation. Au fond, celui qui compte pour vous, pour nous. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse agir. Agir pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Innover, produire, investir dans les transitions technologiques et environnementales, instruire nos enfants et nos jeunes, prévenir et soigner, protéger. Au moment où les guerres en Europe et au Moyen-Orient nous déstabilisent, continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société, et agir pour la paix. Avoir une France plus forte dans une Europe plus forte, plus indépendante, et prête peut-être à de nouveaux conflits, et à résister à toutes les pressions. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel, et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas, pour ma part, que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement rassemble pour agir concrètement au cours de ces 30 mois. Rassemble de droite. Et nos enfants. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Aux Parisiennes et aux Parisiens, on s'en bat les couilles. Aux catholiques du monde entier et aux cultes. Mais ça c'est ton truc, hein, moi je m'en fous. Vous croyez impossible. Rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019. Non mais quel rapport? Eh bien, nous l'avons fait. Comme nous avons aussi réussi nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur. Responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles. Chacun a eu un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. C'est la preuve que nous savons faire de grandes choses, que nous savons faire l'impossible. Et d'ailleurs, le monde entier, à 2 reprises cette année, nous admire pour cela. Eh bien, c'est la même chose qu'il nous faut faire pour la nation. Avoir un cap clair pour ces 30 mois. L'école, la santé, la sécurité, le travail, le progrès, le climat, l'Europe. Des actes clairs qu'un gouvernement devra prendre au service du pays. Un Parlement qui saura trouver les compromis. Un sens des responsabilités et du respect. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Partout où les uns cèdent à l'angoisse, il parle pour ça. Vouloir l'espérance. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. Vive la République. C'est tout. C'est tout. Ouais. Ça fait même pas une bonne VOD, ni un bon best-of, ça, hein, pour ma chaîne. Hein. Il a pas pensé à moi. Hein. Merci Alborado qui va encore faire casser le bot. Je me mets aux aguets, sait-on jamais. Ah non, ça a l'air d'aller. Ah, c'était nul, hein. Quelqu'un peut résumer? Vous êtes nuls. Les parlementaires, ils ont fait un front anti-républicain pour faire tomber Barnier, qui est un homme génial. C'est pas ma faute. C'est leur faute à eux. Ils ont fait n'importe quoi. C'est pas à moi d'assumer leur erreur.
Et au fait, je vous ai parlé de Notre-Dame parce que c'est quand même une belle cathédrale et là, elle va rouvrir et tous les gens qui travaillent dessus, c'était incroyable. Je serai à l'inauguration, n'hésitez pas à me check. Ensuite, je serai à la FNAC de Toulouse et au champ de Montargis. N'hésitez pas à venir me voir pour qu'on échange. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Il sera pas vraiment au champ de Montargis, je sais même pas s'il y a au champ de Montargis. Qu'est-ce qu'il pensait accomplir? Bon, attendez, je vais me servir un truc à boire. Ça m'a vraiment fait l'effet d'un traitement anxiolytique. Hein. Moi, au départ, il était parti en mode nos institutions ne marchent plus. C'est pourquoi j'y réfléchis. J'y réfléchis tout l'été. J'étais en mode ça y est, il est parti sur la constituante, on change tout. Même pas. C'était plus divertissant d'écouter Laurent Wauquiez hier et pourtant elle a rien à dire. Hein. Ah bah ils vont analyser toutes les phrases BFM. Toutes les virgules. J'espère bien qu'il se fait exploser parce qu'il a vraiment rien dit. Hein. C'est un scandale. Hein. Moi j'ai réservé mon créneau de 20h alors que normalement je stream à 22. Je mange en stream, etc. Pour me dire c'est bon, je dois ça à la nation. Je dois mettre là pour aiguiller tous ces gens de gauche qui auront besoin d'éclaircissement peut-être sur certains points. Mais y a rien à éclaircir, sa mère là. Ouais, j'aurais pu rester à bouffer de la tartiflette devant Plus belle la vie, hein. Franchement, j'aurais moins perdu mon temps. Mais bon. Ouais, je vais regarder si on a eu des questions France Insoumise ou quoi, un truc du genre. Y a rien, a priori. Ah non. Moi, je veux pas être au gouvernement. Hein. Le gouvernement, il se réunit tous les mercredis matin. Moi, je travaille pas le matin. Je travaille le soir, la nuit, mais je travaille pas le matin. Non, ouais. Conseil des ministres, c'est le matin. C'est mort, hein. C'est le matin à Paris.
Non. Je préfère être député, t'as pas besoin d'y aller. On sait pourquoi. Le matin, on sait pourquoi ils accouchent de si mauvaises décisions. Bah non, l'après-midi, c'est pire, il y a la buvette le midi. Je vais mettre un flux BFM, attendez. C'est des trucs qui se passent comme ça. Voilà. Demain matin. Ah non. Ah, rien du tout. Non, pardon. Pour l'instant, il se passe rien. Voilà. Bah, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Sur BFM, là. La BFM, ils ont des éditorialistes qui parlent de l'idée selon laquelle Macron ira jusqu'au bout de son mandat. Voilà. Je peux pas mettre en plein écran, BFM. Leur lecteur, il pue la merde. Hein. Eux, c'est différent de l'EFI. Non, ils ont fait candidature commune. Merde. Vos électeurs étaient... Je sais pas comment je fais. Je suis pas sur le bon navigateur. Merde, attendez, je suis teubé, moi. J'étais pas sur le bon navigateur. Ah. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, je repasserai sur le direct de BFM, mais pour l'instant... il y a l'autre fils, le fils Sainte-Cric, là, Duhamel Sainte-Cric, là, qui fait des gestes, qui parle avec un gars du Figaro. Ouais, on n'a pas grand-chose à commenter. Hein. Il y avait plein de rumeurs, on se disait peut-être... Peut-être, le mec... Non. Rien. Il a rien lâché. Intéressant, en tout cas. Bon. Moi, ce que je trouve... Juste le seul truc, du coup, que je vais retenir... Pourquoi il a pas de plan B? Enfin, de plan A, en l'occurrence. S'il y a pensé tout l'été... Pourquoi il a personne, là? Il a fait courir la rumeur depuis quelques jours qu'il avait déjà un nom, qu'il comptait nommer quelqu'un dans les 24 heures. Oh putain, il y a Aurore Berger. Attendez. Concret dans cette allocution d'Emmanuel Macron, alors même que les Français, ceux qui nous regardent, sont inquiets
de voir cette instabilité. Alors, il y a une façon de... C'est cadeau, c'est pour moi. Du doigt celle Je vous l'offre. des députés qui ont voté la censure en disant effectivement, comme le rappelait Apolline, quelques jours avant Noël. Ça suffit ça d'expliquer que c'est de leur faute? Non, mais rappeler que l'instabilité est née quand même de ceux qui ont voté la censure, c'est un fait politique. Il y a un choix politique, un acte politique qui a été posé, mais qui fait qu'on a une alliance contre nature qui a été organisée. Si la honte avait un visage, ce serait le sien. Il y a 331 députés qui ont voté la censure, ça fait beaucoup. Oui, mais ça fait pas une alternance. Ça ne fait pas une alternance parce que ça ne fait pas un projet politique alternatif commun pour demain diriger le pays. Ah, j'ai pas résolu le problème de BS, ça s'est résolu du C'est seul. important qu'ils redisent la stabilité, non pas uniquement de la sienne, mais de la fonction présidentielle. Et on en est à se projeter moi, ce que j'entends dans les 30 mois, c'est non seulement évidemment qu'il n'y a pas de démission du président de la République, mais qu'il n'y a pas de nouvelle dissolution. Ça veut dire que c'est comme ça que vous avez compris le propos du président. On acte l'idée qu'on a 30 mois. Alors ça, c'est ce que je vous disais il y a un moment. Macron, moi, je pense qu'il allait pas redissoudre. Tout le monde, et je me mets évidemment dans le lot. Tout le monde avait pris trop comme acquis qu'il allait redissoudre. De toute façon, la configuration politique pourrait ne pas évoluer avant, évidemment, la prochaine élection présidentielle. Donc ça va imposer à chacun, encore une fois, un vrai sens des responsabilités qui n'a peut-être pas été le cas jusque-là. Et on va continuer à décortiquer sur BFM TV dans cette édition spéciale tout ce qui a été dit par le président de la République, la perspective d'un Premier ministre dans les prochains jours. Quel profil, avec quel périmètre politique? Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV et de nous accorder votre première réaction suite à l'allocution du président de la République. Je vous avais entendu dire que vous étiez disponible au nom du nouveau Front Populaire pour aller à Matignon. Bon, visiblement, Emmanuel Macron n'a pas l'air exactement disposé à l'idée de vous nommer, non ? Oui, manifestement, je suis assez lucide sur le fait que le président de la République a décidé de ne pas se tourner vers la force politique qui est arrivée en tête lors des dernières élections, conformément donc au vote de nos il devrait flipper l'image. Mais en même temps, quand il dit, Lucie Castet, qu'il souhaite bâtir un compromis nouveau et constituer un gouvernement d'intérêt général avec des forces politiques qui s'engageraient à ne pas censurer, est-ce que ça, vous ne le prenez pas comme une forme de main tendue pour travailler avec des macronistes, des membres de ce qu'on appelle le socle commun? Ça, c'est une main tendue, non? Un gouvernement d'intérêt général, pourquoi ne pas y participer? Monsieur Duhamel, comment parler de gouvernement d'intérêt général alors même que le président de la République a indiqué que les forces de gauche avaient mis en place un front anti-républicain? C'est absolument désolant et révoltant même quand on pense à la manière dont beaucoup d'élus macronistes ont été élus lors des élections législatives grâce au front républicain, grâce au barrage républicain. Et puis quand on pense par ailleurs au fait que le président de la République, le camp présidentiel, avait menacé de censurer un gouvernement NFP dès sa nomination avec le Rassemblement national. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et là, je trouve vraiment qu'on a face à nous un président de la République qui est à la fois chef de tout, mais responsable de rien. Aurore Berger, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Lucie Castet? Il y a un instant, vous disiez il faut aussi tout ce qu'on apprenne dans ces 30 mois à pratiquer le compromis. Vous avez envie de lui tendre la main, Lucie Castet? Écoutez, pour être très honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en duplex parmi nous, parce que je crois que même les forces du nouveau Front Populaire ont acté l'idée qu'elle n'était pas leur candidate pour être Première ministre. C'est pas lui faire offense, je ne connais pas cette dame, elle est peut-être très bien. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que ça reste la même fable depuis le 7 juillet. C'est qu'encore une fois, personne n'est sorti vainqueur du 7 juillet, puisque personne n'a de majorité absolue, ni même une stratégie facile, néanmoins efficace. Solide. Donc ça veut dire que soit on crée des alliances, soit il n'y aura aucune stabilité pour le pays. Et donc si on continue ce soir à dire « nous avons gagné », il faut nommer comme Premier ou Première ministre quelqu'un issu du nouveau Front Populaire et faire uniquement avec le nouveau Front Populaire, les mêmes causes produiront les mêmes effets et l'instabilité sera la règle. Lucie Castet, votre il n'a jamais été question de ne faire qu'avec le nouveau Front Populaire. On a écrit au cœur de l'été à l'ensemble des parlementaires de cette nation pour proposer de bâtir des compromis ensemble. Et c'est quand même plutôt cocasse d'entendre un président de la République qui dit vouloir protéger les Français, alors même qu'il refuse de financer les services publics pour préserver les plus fortunés. Et donc je considère que la main n'a pas été tendue. Peut-être que maintenant il décide de tendre la main aux forces de gauche de ce pays, mais vous le savez, tous les responsables politiques de gauche ont dit qu'ils n'ont pas du tout été contactés par Michel Barnier pour construire des discussions. Vraiment à gauche du catch. Elle a clairement pas le retour. Que c'est nous qui n'avions pas été en mesure de proposer des compromis et de bâtir avec eux. Tout de suite, le gouvernement s'est tourné exclusivement vers le Rassemblement national.
Bon, c'est pas très bien parti pour le compromis, visiblement, entre Aurore Berger et Lucie Castet. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette édition spéciale. Bonsoir Néla Latrousse. Bonsoir. Chef du service politique de BFM TV. Bonsoir Jérôme Bonsoir, Gage, ouais. Bonsoir. député socialiste de l'Essonne. Et bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir, monsieur Diane. Ah mais le truc c'est que moi j'aime bien me faire du mal, donc j'ai envie d'écouter Gage et Tanguy moi du coup. Qui avait fait basculer la situation politique hier en décidant de Ah je me censurer fais attraper dans le gouvernement vortex. de Michel Barnier. J'ai entendu dire Marine Le Pen hier soir Oh, le qu'elle serait dans une plateau. perspective de co-construction pour la suite. Est-ce que l'allocution d'Emmanuel Macron il y a quelques instants vous donne envie d'être dans cette perspective de co-construction? Bon, vous savez, monsieur Macron m'a rarement donné envie de quoi que ce soit, sinon voter contre lui. Bon, donc les choses ne changent pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on est capable. Il s'appelle de faire en Jean-Philippe sorte alors qu'il doit être plus jeune que moi, vous budget vous rendez soit moins compte? pire pour les Français, mais qu'on ne mette pas en péril notre économie et nos institutions. Bon, monsieur Macron a décidé de ne tendre la main à personne, mais surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est à quel point il se déresponsabilise sur les Français et les électeurs. Il n'est jamais responsable de rien. Il dit certains me tiennent responsable. Écoutez, tous les instituts de sondage montrent que plus de 60% On va écouter des Français Gage, c'est estiment que important. lui qui est responsable et les partis C'est peut-être notre qui le prochain soutiennent. Premier Donc, ça ministre. fait quand même beaucoup de certains. Et donc cette défiance permanente de monsieur Macron envers le suffrage universel, envers les représentants du suffrage universel et donc envers les Français est très inquiétant pour un président de la République qui n'est pas là pour faire sa promotion en permanence ou pour trouver des excuses, mais je le rappelle, il est Putain, il a une croix de Lorraine sur sa veste. Quand une telle personne nous garde, on a de quoi être inquiet. On a sur ce plateau, Apolline de Malherbe, 4 responsables politiques qui vont débattre ensemble, qui pourraient faire partie de ce gouvernement d'intérêt général pour bâtir un compromis nouveau. Non mais on va en parler. Là, ça fait une quinzaine de minutes qu'on débat et qu'on échange. Est-ce que franchement c'est jouable? Est-ce que vous parlez hors du plateau? C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir si, parce qu'au fond, on le sait bien, quand c'est Emmanuel Macron qui vous demande de bosser ensemble, vous avez tous envie de dire, alors sauf vous évidemment, Aurore Berger, mais vous avez tous envie de dire, mais enfin, qu'il se mêle de ce qu'il regarde, il est responsable de tout, etc. Pas de problème. Moi Jean-Philippe Tanguy... Dans la vraie vie, jamais de la vie, j'ouvre ma porte. Je lui claque à la gueule tous les jours, par contre. Qui êtes socialiste, Jérôme Gage, on peut même dire que vous avez été élu sans le soutien du nouveau Front populaire, qui n'avait pas accepté votre candidature. C'est dire combien LFI n'est pas au minimum votre partenaire aujourd'hui. Donc, vous faites partie des premiers à avoir en quelque sorte incarné une forme de distance au minimum entre les socialistes de gouvernement et vos alliés de circonstance LFI. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Est-ce que vous dites, bah oui, en fait, allez, ça suffit, faisons tomber les masques, et nous, les socialistes, comme on a commencé à l'entendre, comme Boris Vallaud... Elle veut qu'il trahisse. En fait, il voulait changer le centre de gravité, le tourner un peu plus vers le centre et un peu moins Ça fait 2 ans qu'il demande la même chose. Allez-vous le faire? Si on passe toute la séquence qui vient à essayer de désigner qui a été responsable des échecs de la période passée, ça peut être intéressant, mais ça a une ambiance cour de récré. Il y a un fait initial qui était une dissolution qui était hasardeuse, une nomination... Mais précisément, moi je me projette. Allez-vous accepter de faire une sorte de socle commun élargi jusqu'au Parti Socialiste? Alors, pour cela, il faut d'abord être fidèle à la seule chose qui nous rassemble dans ce pays, qui est le suffrage universel. Et moi, je vais dire les choses très clairement. Le 7 juillet dernier, une préférence a été donnée à la gauche. Si lui, il trahit pas, personne trahit à gauche. De ceux qui disent, c'est tout le programme, rien que le programme. Et même Lucie Castet a évolué sur cette question en disant, on part des priorités qui étaient identifiées dans ce programme du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais le deuxième événement, ça a été le Front populaire. Le trait commun des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir été élus dans le cadre du Front républicain. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, si on se tourne vers l'avenir, c'est pas les chicailles pour savoir qui a été responsable de quoi. Front républicain. Non, l'orientation, la préférence des Français a été donnée au programme de la gauche pour répondre aux enjeux des services publics, du pouvoir d'achat, des retraites, pour la question de la transition climatique. Donc Jérôme Gage, partir des priorités identifiées par le programme de la gauche, mais il faut construire des compromis dans le cadre du Front. Il a parlé de 3 mesures, Macron, il a parlé sécurité, narcotrafic, ses responsabilités. Mais ça zéro impôt. Benjamin, qu'on ne dise Mélenchon, il parle Mélenchon. Rien que le programme, mais en face, et je le dis à Aurore Berger, il parle où Mélenchon? qu'il n'y ait pas des gens qui nous disent c'est tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Chacun doit sortir de son couloir et de ses postures, parce que sinon on n'aura pas la nécessaire TF1, je peux pas mettre TF1. Répondre aux enjeux. Si je mets TF1, je me fais descendre ma chaîne. Est-ce qu'après cette prise de parole d'Emmanuel Macron,
vous sentez les ferments, et je prolonge la Quoique, question je peux d'Apolline, tester. une sorte de capacité à travailler ensemble, puisque je rappelle que vous faites partie de celles et ceux qui plaidiez pour un accord de non-censure. Vous faites partie des traites, monsieur. Effectivement, vous n'êtes pas sur la même position que votre camarade Éric Coquerel à côté, qui lui dit c'est soit Lucie Castet, Nouveau Front Populaire, soit la démission du président. Est-ce que vous avez vu dans cette allocution d'Emmanuel Macron... de dire ce que j'ai envie de dire. Hein. Évidemment, mais je ne crois pas avoir trahi votre pensée. Bah vous verrez. Il y aura un suspense. Donc, Jérôme Gage. L'accord de non-censure, c'est les socialistes qui ont utilisé cette expression les premiers. Bah, attendez, bon. On va voir. C'est la dernière fois que j'ai voulu streamer du TF1. Je me suis fait rect ma chaîne. Je me suis fait défoncer ma chaîne de Twitch. J'ai suspendu pendant 48 heures. On peut essayer. Ah, je suis obligé d'accepter les cookies. Si jamais je veux regarder TF1. Préparation à ses clients il y a un an. Et il n'oublie. Mais c'est le JT actuellement. Ce que vous me dites, là, c'est le JT de TF1. Là, c'est des gens qui réparent des chaussures. Actuellement sur TF1. Voilà, moins 8 €. Bon. Le bonus réparation qui nous a fait économiser 7 millions d'euros, ce qui est absolument dérisoire. Voilà, les gens qui ont touché 7 balles pour faire réparer des semelles de godasses. Et là, il y a un gars de Montmartre, un cordonnier, qui nous dit oui, c'est super bien. Je vais parler en fin de JT. Bah écoutez, je le garde de côté. Et on essaiera. France 2, c'était passé. TF1, c'était l'enfer. Et je vais vérifier, mais j'en avais parlé avec Dofla, je crois. Il m'avait dit non, jamais. Remettons Coquerel. Voilà, c'est Aurore Berger et Jérôme Gage, mais si vous voulez. Est-ce que elle est dans l'arc républicain? Moi, j'ai eu, attendez, suffisamment maille à partir avec Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France Insoumise. Mais c'est précisément pour ça que je vous pose la question. Estimer aujourd'hui qu'il y a à construire une réponse de gauche républicaine, universaliste, laïque, écologiste. Voilà. Après, moi, ma préoccupation, c'est les réponses sur chacun des éléments de projet. Si vous voulez avancer vers votre droite, vous allez sans doute perdre un peu TF1, sur votre je peux, gauche, a priori. c'est-à-dire LFI. Actez-vous cette décision. Je crois qu'on a été clair quand on a dit que dans un accord de non-censure, chacun prendrait ses responsabilités. Et donc, alors, Éric Coquerel, attendez, je vais l'illustrer par un exemple. S'il vous plaît, Apolline. Vous êtes exactement comme Emmanuel Macron qui dit finalement, bon, bah. Personnellement, j'évite TF1. Alors, Apolline, Jérôme Gage. Dans la discussion. Apolline, Jérôme Gage. Éric Coquerel écoute sagement ce qui est dit, puis on parle de vous. Quel regard est-ce que vous portez là sur visiblement ce dialogue qu'il y a entre Aurore Berger et Jérôme Gage? Est-ce que vous pourriez rentrer dans la danse? Ou est-ce que c'est vous, Nouveau Front Populaire, seulement le Nouveau Front Populaire, et sinon c'est la démission du président? Bon, déjà, de toute façon, le dialogue avec les macronistes, il est exclu. Ils considèrent de toute façon que LFI, on ne discute même pas avec eux. J'observe juste une chose quand même, je leur dis comme ça. C'est qu'en juillet, c'était pas ça. C'est pas ce que dit Jérôme Gage. Moi, j'ai toujours tenu la même position, et en juillet, pareil, et j'ai été élu face à vous et face au Rassemblement National. Vous saviez que vous n'aviez pas de problème dans votre circonscription. Mais ailleurs, c'était pas si évident. Ça n'a pas été le discours de M. Attal, ça n'a pas été le discours de M. Macron. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sur proposition, je vous ferai remarquer, le premier qui l'a proposé, de désistement au deuxième tour, quand on était troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça a été la position après de toute la gauche. D'accord. Éric Coquerel, on va pas refaire l'histoire des législatives. Là, la question qui est posée, c'est qu'il y a une partie de vos alliés, Éric Coquerel. Ouais, on regardera sur sa chaîne YouTube. Au bloc central. J'observe simplement qu'aujourd'hui, le discours de M. Attal ou M. Macron a changé. Nous sommes en dehors et nos électeurs, du coup, on l'enregistre pour la prochaine fois, ne sont pas les bienvenus pour essayer de sauver des députés macronistes. La question, ce n'est pas les électeurs, la question, c'est les députés et l'attitude et les votes des députés. Les électeurs écoutent ce qui se passe. Et je pense que c'est par rapport à l'avenir, par rapport au danger de l'extrême droite, c'est une grande responsabilité qu'ils prennent. Maintenant, je vous réponds sur la deuxième question. Ah, merci. D'accord? On parle de quoi, là? On ne parle pas d'étiquette, on parle de programme. Comment voulez-vous imaginer, 2 secondes, que nous fassions une coalition commune, ou je ne sais quoi, avec des gens qui, par exemple, jeudi dernier, ont organisé une obstruction à l'Assemblée jusqu'au bout pour qu'on n'abroge pas la réforme des retraites. Comment voulez-vous... Ça, il fallait voter celle du RN, vous savez ce que j'en pense. Avec des gens qui étaient les plus offensifs contre toute taxation
des ultra-riches et des grandes entreprises. De toute façon, on aurait eu accès à ce même cirque de considérer qu'on est les alliés du RN. Comment voulez-vous qu'on fasse une coalition quand c'est eux qui votent la motion de censure de la gauche. Hein. C'est la faute de LFI, c'est LFI qui fait des concessions avec le RN. Quitte à se taper ce discours, autant abolir la réforme des retraites. Jérôme Gage, pour l'instant, ne va pas proposer de faire une coalition. J'entends pas, il va peut-être le dire plus clairement. Alors si Jérôme Gage m'explique que l'issue, c'est une coalition avec ceux qui, en réalité, sont sur une position économique et sociale totalement... J'en conviens, M. Boulot. Mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il n'a aucune pratique de la vie des assemblées. Oh, ça buffer. De la manière de fonctionner. Et la preuve, c'est qu'il ne comprend même pas ce qui vient de se passer. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, M. Boulot. M. Barnier, tout le monde voyait qu'il tâchait de faire ce qu'il pouvait. Il n'avait pas de majorité, un socle commun qui ne fonctionne pas. C'est M. Macron qui a été censuré. Pas au terme de la Constitution. 49.3, ce n'est pas le président de la République, c'est le chef du gouvernement. Je suis un peu sceptique sur cet argumentaire. Les institutions dans l'État, il y a leur fonctionnement. La preuve, je suis ici, je le respecte, je ne suis pas sur une barricade. Bien. Et puis, il y a l'esprit. L'esprit, c'est qu'il doit s'en aller pour que le peuple puisse de nouveau voter. Pardon, je vais vous dire aussi autre chose qui m'a frappé. Il avait une tête tragique avec cette censure. Mais quoi, c'est pas la fin du monde. C'est un vote d'une assemblée. Et puis, figurez-vous que ce vote de censure, c'est une très bonne nouvelle pour des tas de gens. Laissez-moi juste dire pour qui. Les apprentis qui ne paieront pas de CSG, les retraités qui verront leur niveau leur retraite mise à bon niveau, les 5000 postes, les 5 milliards qui ne seront pas supprimés à l'hôpital, et je vous passe le reste, le vélo, les agences de l'eau, et toutes ces choses. Mais non, mais bon, c'est une très bonne nouvelle. Projetons-nous dans l'avenir. Oui. Il y aura un Premier ministre. Quel doit en être le profil à vos yeux, pour que vous l'acceptiez, que vous ne le censuriez pas à nouveau? Est-ce qu'il doit être de la France insoumise? Est-ce qu'il peut être de votre camp au sens large, c'est-à-dire le nouveau Front populaire? Écoutez, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, on nous a dit, s'il y a un insoumis, on censurera. Alors j'ai dit, et s'il n'y en a pas? Alors on a déduit que nous n'avions pas l'intention de gouverner, pas du tout. S'il y a un parti à gauche qui a un programme, c'est nous, et nous seuls. Et puis il y a le programme du NFP qui existe. Mais je voudrais vous dire que il faut tenir nos paroles, nous, les gens de gauche, du nouveau Front populaire. Par conséquent, les gens n'en peuvent plus de vivre comme ils vivent. Si le prochain Premier ministre applique les mesures pour lesquelles nous avons été préférés, abrogation de la retraite à 64 ans, augmentation des salaires du SMIC, alors on le soutiendra. Sinon, on le combattra. Mais vous avez vu comment j'ai fait, comment mes amis ont fait. 156 amendements ont été adoptés à l'Assemblée. Donc, il faut arrêter de dire, vous êtes incapable de compromis. La preuve, il y en a eu 156 de fait. Alors ? Vous appliqueriez la censure à tout candidat Premier ministre, pourrais-je dire, qui ne serait pas membre du nouveau Front populaire, d'un des partis du nouveau Front populaire. Mais vous prenez très mal les choses. Le président vient de dire lui-même, en emberlificotant tout le monde, un gouvernement d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tous les gouvernements du monde pensent qu'ils travaillent pour l'intérêt général. Monsieur Barnier pensait qu'il travaillait pour l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a des assemblées. C'est pour dire de quel côté va l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt général, c'est que les gens n'ont assez de vivre dans un pays qui est le plus riche qu'il a jamais été de son histoire. Merci, et où on voit Zéro la Dairo. misère, 150 000 emplois être menacés dans tout le pays, et ainsi de suite. Ils veulent donc des réponses. Eh bien, les Français ne peuvent pas échapper à leur sort d'adultes, citoyens, et ils veulent l'exercer. Choisissez, mesdames, messieurs, la politique du passé, 1 milliard de déficit de plus par M. Macron, ou bien une autre politique. Voyez-vous, M. Boulot, la France est un pays très spécial. Il ne change que quand il y est obligé. Eh bien, il est obligé aujourd'hui, car les vieilles recettes, celles de M. Macron, ne marchent pas. Tout fout le camp. Tout ce qui marchait en France ne fonctionne plus. Vous avez en tête le nom, le profil d'un Premier ministre qui vous satisferait? C'est pas mon rôle. Attendez de voir un président de la République ou une présidente insoumise. Et vous avez soutenu Lucie Castel il y a quelques semaines. Avez-vous un autre nom à l'esprit? Pourquoi? C'est pas le... Pourquoi j'aurais un autre nom? Nous avons proposé... Vous avez une opinion argumentée. Vous étiez même hier à l'Assemblée nationale, vous assistiez au débat. Oui. Alors, M. Boulot, il y a eu une formation qui est arrivée en tête, nettement. Le nouveau Front populaire, c'est une coalition. Elle a eu une candidature. Cette candidature est maintenue. Je suis assez lucide pour me rendre compte que 3 mois de M. Barnier, c'est-à-dire en fait 3 mois de blocage par M. Macron, qui revient comme si rien n'avait été voté par les Français, il revient, il vous propose la même politique. Nous la combattons, il nous met un 49.3. Nous sommes obligés de faire la censure. Et la censure est votée.
Par conséquent, maintenant, la solution, c'est de traiter la cause du problème, pas les faits. La cause, c'est lui. C'est lui qui fiche la pagaille, c'est lui qui bloque tout et ne veut entendre personne. Et donc, vous demandez aujourd'hui, comme vous l'avez demandé maintes fois par le passé, sa démission? Pas maintes fois. Je ne l'ai pas demandé maintes fois. Nous l'avons demandé cet été. Puis nous l'avons... Ça va être du coup le prochain arc, ça, Macron démission. Ça ne fonctionnera pas. C'est arrivé, ça a été c'est un arc qu'on a déjà connu. Transmis par la Commission, et la motion de destitution du président de la République a été empêchée par une personne, Madame Le Pen. Eh bien moi, je suis prêt à prendre les paris avec vous que dans un mois, dans 2 mois, peut-être que le Rassemblement national finira par se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pardon de vous dire que ce n'est pas une proposition seulement de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis les Insoumis. Le président de l'Union des maires de France, qui, que je sache, n'est pas réputé pour être un gauchiste échevelé. Oui, Monsieur Copé, bien des gens disent l'évidence, c'est qu'il faut régler la cause, Emmanuel Macron a répété ce soir, c'est son droit le plus strict, qu'il resterait jusqu'à la dernière seconde du dernier jour de son mandat. Oui, il l'a dit. Vous acceptez cela? Non, mais il l'a dit. Il est légitime. Non, mais il est élu pour ça. Mais il l'a dit. Alors, lui on a compris aussi ce soir que lui est génial et tous les autres sont des imbéciles, parce qu'il nous appelle à la cohérence, etc. Il commence par nous traiter d'anti-républicains. Le général de Gaulle, lui, est parti quand il a eu le sentiment qu'il n'avait plus l'appui du peuple français. Mais permettez-moi de dire... Très rapidement. Oui, mais lui, il avait dit qu'il ne ferait pas de dissolution. Il l'a fait, il s'en ira, vous verrez. Merci. Parce qu'il y a la force des événements. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir répondu à nos questions sur... Bon, Macron explosion, on a compris. Bon. Moi, j'ai rien appris ce soir, à part de la bouche d'Aurore Berger. Il faut comprendre, Macron ne redissoudra jamais, ce qui pose inévitablement la question de quel gouvernement dans ce cas-là, quoi, dans ce pays. Au vu des conditions et au vu de ce qu'ont été les législatives. Ça me paraît, pour le minimum, insoluble. Tant que le Parti Socialiste refusera de gouverner avec la macroniste, c'est finito. Rien ne s'est passé. Macron obligé de démissionner sous pression des partenaires européens. Moi, je ne crois pas qu'il puisse. Je ne crois pas que Macron démissionne. Il l'a de toute façon redit, il ne partira pas. Donc on n'a rien appris. On n'a rien appris du tout et il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Macron il va pourrir, il va laisser passer Noël. Je pense que dans sa tête, ce qui joue beaucoup, c'est qu'il a peut-être pas envie non plus qu'un nouveau gouvernement fasse de l'ombre à son petit délire à Notre-Dame, à son délire avec Trump et tout. Voilà, il a un mois de décembre chargé. Je ne pense pas qu'il ait envie qu'on lui fasse de l'ombre. C'est peut-être ce qui lui a foutu le plus le seum d'ailleurs. Notre-Dame, bah, je suis sûr que s'il pouvait la renommer Notre-Dame Brigitte et les époux Macron, il le ferait. Macron, c'est Trump qui vient en France là en voyage diplomatique, non ? Discours vraiment inutile. Hein.
Ah, mais tu vas voir, ce sera pire après. Je sais pas d'où tu viens politiquement, si Macron te traumatise. Et quand tu t'es tapé de suite Sarko, Hollande et Macron, t'as pas beaucoup d'espoir pour la suite, hein. Des pronostics, non. Ah non, non, regardez pas ça, il va rien dire, il dit rien. Dans son allocution, il dit rien, sauf qu'il fera l'inauguration de Notre-Dame, et ça, c'est quand même stylé, parce que Notre-Dame, tout un symbole de la France, on l'a fait. J'avais dit qu'on le fera en 5 ans, on l'a fait en 5 ans. C'est incroyable, c'est magique. Rendez-vous compte. Je comprends même pas le rapport. Ça, moi, je trouve ça lunaire de ouf. Et les JO, bien sûr. Ouais, mais c'est un mauvais move de commercial, c'est nul. Passe juste pour un clodo. Un clodo des idées, quoi. On sait pas ce que c'est un gouvernement d'intérêt général, on n'en sait rien. Ouais. Oh, fatigant, hein. Il doit penser vraiment les Français teubés, hein, pour se dire, c'est bon, les Français, bon là ils ont plus de gouvernement, mais ils ont Notre-Dame, donc c'est bon, ils doivent dormir tranquille quand même malgré tout, parce que bon, bah une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Alors que la vérité, c'est une bonne nouvelle pour les Français, plus de gouvernement, Notre-Dame, on s'en tape. C'est ça quand même la vie des Français, tendanciellement, je pense, hein. Dans leur globalité. L'imitation par Dava de Macron est moins caricaturale que Macron. Non, mais je ne pense pas que le PS... Si Gage redit ce soir, qui est probablement le gars du NFP le moins dans le NFP,
Nous, si on gouverne, c'est en prenant comme base les principales aspirations de gauche qui ont été portées en tête du scrutin en juillet. Déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire que lui n'ira pas, a priori. Mais oui, on va revenir sur cette discussion qui en ce moment accourt tous les jours sur ce stream. On y a consacré une bonne heure hier sur la démonstration de pourquoi le PS ne va pas trahir, selon moi. Ni le PCF d'ailleurs. Pour aller sauver le cul de Macron. Flemme de le refaire. On a écouté les discours hier à l'Assemblée. Arrête de spammer ton putain de lien dans le chat, c'est insupportable. Vraiment, je t'en supplie. Tu copies 3 fois ou 4 fois le même lien dans le chat, personne te répond, abandonne. Lâche l'affaire, on a compris. Macron destitution, oui, on a compris. Fatigant un peu. Mais je n'y crois pas. Vous y êtes encore sur le scénario de la moitié du PS va quand même trahir. Non, mais c'est trop chiant. C'est tout. Après, j'ai pas beaucoup de patience, je suis malade. Désolé, mais au bout d'un moment, ayez la lecture des événements. La moitié, je pense. Alors. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez avec François Hollande, il va trahir. François Hollande, il va gouverner. François Hollande, ceci. François Hollande, son objectif, c'est le comeback pour expliquer pourquoi le macronisme a été une impasse et pourquoi il faut retourner dans le giron du PS. Lui qui avait réussi à siphonner les voix de la gauche radicale en 2012 et des déçus du de Sarkozy. Lui, il veut faire la même chose avec Macron. Qu'est-ce que François Hollande, il va accepter, je sais rien, moi quoi, le ministère de l'Environnement, là, dans un gouvernement de droite tenu par un Macron illégitime. Mais enfin, au bout d'un moment, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Je l'ai fait en long, en large, en travers. François Hollande a fait partie de ceux qui, curieusement, peut-être pour vous, a rappelé les députés du PS à leur mission, a remis des taquets à Macron au moment où il fallait en mettre, et a littéralement voté la motion de censure. François Hollande, son objectif, c'est d'être élu en 2027. Son objectif, c'est pas un sombre ministère de merde où il doit voir Macron tous les mercredis matins sans pouvoir vraiment lui dire et défendre quoi que ce soit. Macron était le ministre de Hollande. Bah oui, précisément. Hollande, son truc, c'est de faire la tournée des médias en disant que lui, un ancien président de la République, il sait tout mieux que tout le monde et il sait comment ça fonctionne. Il ne veut certainement pas devenir ministre. Bah, puis je pense que dans aucun monde, Macron ne met Hollande dans un gouvernement aussi. Mais enfin, je pense qu'il met son veto. Mais moi, en tout cas, sur la question de Hollande, vous pouvez détester Hollande, tout ce que vous voulez. Lui, il est à l'abri. Il bouffe du popcorn tous les jours, là, François Hollande. Il a réussi à se faire réélire à l'Assemblée contre toute attente. Personne l'avait vu venir. Dissolution, le mec, il allait hop.
Il sort de son trou, il redevient député. Il fait ses bails dans son coin, il va parler dans les médias, il se fait inviter par les journalistes, il tape ses meilleurs repas. Il est redevenu audible. Ça lui suffit, hein. Lui, là, l'opération François Hollande, c'est opération, regardez, je suis un bonhomme sympa, je suis un mec normal. Et ça te dit si je te raconte une blague? C'est ça, alors, le truc Hollande. Mais du coup, sur le cas précisément de François Hollande, je ne pense pas que François Hollande ira sauver Emmanuel Macron. Par contre, il a certainement pas envie que Emmanuel Macron soit démis. La stratégie de la France insoumise, je pense, sur la destitution d'Emmanuel Macron, c'est de prendre de court tout le reste de la gauche. Comme ils n'ont pas de primaire, que le candidat il est déjà désigné 5 ans à l'avance, et qu'ils sont très sûrs d'avoir leur signature, si jamais il y a 3 mois d'élection à faire en speedrun, ils pensent pouvoir contourner toute la gauche, le reste de la gauche qui, elle, passe par des primaires, des consultations des militants, etc., etc., etc. Pour arriver au fatidique duel Mélenchon-Le Pen au second tour, où Mélenchon, pense-t-il, ne pourra que gagner. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est ça l'objectif. Là, de la destitution. C'est ça le challenge de la destitution. La destitution d'Emmanuel Macron, si elle doit avoir lieu et qu'on reconvoque des élections, ça arrange pas du tout les comptes de François Hollande, ça arrange pas les comptes de Vallot, de Faure, qui actuellement sont dans une forme de paix, rivalité quand même, mais paix. Ça arrange pas les comptes du PCF, là qui est relativement en retrait, et ça arrange certainement pas les comptes d'Europe Écologie Les Verts, qui a quand même pas mal de luttes internes. Et c'est tout le bail de Le Pen. Je vous rappelle l'interview de Mélenchon dans La Repubblica qui a été faite il y a 3 mois. Hein. Il n'y a même pas 3 mois, où il disait à la fin ce sera moi contre Le Pen et là les Français choisiront. On verra bien. Donc lui dans le lore, dans la prophétie, dans la quête, dans le scénario à réaliser pour avoir le succès Steam. Si vous jouez le personnage Jean-Luc Mélenchon, c'est finir au second tour contre Marine Le Pen et le remporter. C'est ça la quête ultime. Il disait déjà ça il y a 10 ans. Mais là, il l'a réaffirmé et il l'a redit. Donc, voilà. François Hollande, il veut vraiment se présenter. Bah, je pense qu'il y a un monde où il pense. Hein. Et donc, ouais, c'est plus un tour de force qu'on fait, effectivement. Donc, c'est ça l'enjeu. Et il y a même un monde, là je vais être cynique, mais où nous on compte sur l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais lui il espère peut-être que Marine Le Pen ne devienne pas inéligible pour qu'elle soit justement son ennemi et qu'elle se retrouve au second tour. Et je pense que si jamais vous voulez un peu comprendre les dynamiques, en tout cas telles qu'elles se dessinent, ça ressemble quand même à ça. Mais c'est pas nouveau, ça ressemble à ça depuis des mois. Et on a pas mal de messages qui nous laissent penser que c'est un peu l'objectif. Bompard, il y a quelques jours en matinale sur France Inter, nous a dit que Jean-Luc Mélenchon était le seul bien placé, que le programme était déjà là, était déjà écrit, il y avait juste à le ressortir du placard et que c'était bon, on était reparti comme en 40, on sait faire, on le fait depuis longtemps, on est fort. Nous, ça nous pose pas de problème. Le RN, c'est peu ou prou la même chose, hélas. François Delapierre qui avait théorisé ça, peut-être. Après, lui, il l'avait dit devant Pujadas. Déjà à l'époque, c'est quoi, des paroles et des actes, Mélenchon. Ah non, mais si vous remplacez Marine Le Pen par Jordan Bardella, je pense que Mélenchon y perd d'autant plus.
Hélas. Il a un pouvoir de séduction beaucoup plus important, Jordan Bardella, qui sera l'un des auteurs, qui est l'un des auteurs les plus vendus de l'année 2024. Hein. Il est dans le top 10, peut-être même le top 5. Mais toi, tu le trouves nul. Mais c'est pas ce que pensent tous les gens un peu perdus de la politique. Ils regardent ces vieux TikTok de merde où il boit du pinard et il boit de la bière. Jordan Bardella, c'est le plus gros compte TikTok politique de France. En tout cas, ça l'était pendant les législatives. C'est ouf. Le nombre de... Moi, alors, je vais vous refaire ce laïus, mais pendant les législatives, moi, il y avait les TikTok Bardella, ils étaient de ouf poussés. Et il y a une pote, elle me dit moi, je crois que j'ai un homme politique, des fois, dans mon feed, je le vois faire des trucs, mais tout le temps proposé. Mais je crois qu'il est un peu de droite. Elle m'envoie le compte, c'était le compte de Jordan Bardella. Je dis tiens. Je sais que ma sœur, elle est tombée de ouf sur des trucs de Bardella aussi. Il y a 10 000 micro-trottoirs, on a vu des mecs, des jeunes meufs se dire ouais, Bardella, il est cool, Bardella, il est stylé. Mais tu sais, stylé comme un mec qui sort 3 punchlines sur le forum de JVC, tu vois. Tu penses vraiment que Mélenchon pense que la démission de Macron est possible? Je pense pas qu'il y pense. Je pense pas qu'il pense que ce soit possible. Mais je pense qu'il se dit, quoi qu'il arrive, nous, on doit défendre cette radicalité-là. C'est ce qu'attendent aussi nos électeurs, qui détestent Emmanuel Macron. Mais c'est probablement en partie la vérité. J'ai voulu reboot ton quoi? Mon pour toi TikTok? Propose toujours Bardella, envie de mourir. Thibaut InShape, on propose beaucoup aussi. La vidéo des Cités d'Or, elle m'a été proposée tout à l'heure encore. TikTok, comme toutes les plateformes de réseaux sociaux, comme toutes les plateformes numériques, ont un algorithme biaisé qui favorise certaines idées politiques. C'est très évident concernant Twitter, par exemple, depuis le rachat d'Elon Musk. Mais en vrai, c'est vrai concernant YouTube aussi. Hein. YouTube favorise, ou Instagram. Instagram et YouTube favorisent des sujets, c'est écrit dans leurs guidelines, hein, qui penchent vers tel ou tel truc. Par exemple, YouTube a beaucoup plus de facilité à monétiser ou considérer valables des vidéos d'extrême droite que des vidéos qui mentionnent l'éducation sexuelle, le rapport au genre, etc., qui se retrouvent dollar jaune ou dollar rouge, ou bloqués au moins de 18 ans. En tout cas, pendant très longtemps, ça a été la norme. Et les algorithmes proposent les trucs feel good et ce que les gens veulent entendre, et en fait, du coup, il faut pas... je lisais un tuto sur Instagram sur la stratégie, c'est il faut avoir des propos radicaux, parce que ça fait de l'engagement, mais il ne faut surtout pas sortir des règles, c'est-à-dire il faut pas parler de politique, pas parler de sexualité, pas parler de sujets qui fâchent. Et en fait, du coup, il faut être potentiellement un peu vulgaire, et en fait radical dans le sens où il faut paraître sûr de soi et même un peu méchant, et par exemple, vaut mieux faire des pranks, voilà, qui mettent tout le monde mal à l'aise et qui sont absolument dégueulasses, plutôt que tenir des propos radicaux de gauche sur Instagram, par exemple, voilà. Non, non, Instagram, c'est aussi des comportements... Instagram, c'est full bullshit entrepreneur. Podcast entrepreneur, mes couilles, machin, à fond.
Après, je vais vous dire un truc, hein, il y a aussi un truc, ce qui est vrai pour tous les réseaux sociaux, c'est que les annonceurs aussi ont un rôle dans l'algo souvent, c'est-à-dire que, vous savez, ça fonctionne, la monétisation par des systèmes d'enchères, et les différents annonceurs peuvent cibler des sujets de vidéos qui les intéressent ou pas. C'est eux qui payent, donc c'est eux qui rapportent de l'argent à YouTube, à Insta, etc. Et personne ne finance des idées de gauche sur YouTube ou sur Insta en pré-roll. Par contre, du bullshit d'entrepreneurs de connards, là, il y a du pognon qui coule à flot, quoi, pour irriguer et pour, du coup, pousser aussi ce genre de contenu. Vous regardez un profil comme Guillaume Play, avec les gens de médias, c'est que des gens qui font du bullshit. Et d'ailleurs, il fait du espèce de public reportage où, si tu le payes, Guillaume Play, il te fait venir à son émission et il t'écoute parler de ton business pyramidal chelou d'entrepreneur de merde. Et hop, il balance ça sur sa chaîne à 1 million d'abonnés. Bah oui, mais bon, c'est quand même l'un des médias les plus regardés, notamment par les jeunes, Guillaume Play, en France. Les réseaux sociaux favorisent le statu quo. Ce statu quo penche à droite. Le feedback que j'ai donné, ouais, était bien. Hein. Donc, paradoxalement, vous avez quand même beaucoup de créateurs qui sont de gauche sur Internet. Notamment dans des milieux culturels un peu très identifiés, mais en fait, c'est très souvent en termes de flux de ce qui est consommé, je suis même pas sûr que ça représente quelque majorité que ce soit. Hein. Ouais, mais regardez, moi je fais pas de vues. En plus, mes 3 dernières vidéos ont bidé. Alors celle que j'ai sortie, pas celle-là, pas celle d'avant, mais celle encore d'avant, elle a fini par remonter. Mais là, regarde, moi j'ai pas de vues, hein, personne me regarde. Personne me regarde. Si tu me compares à tout un tas de choses et de secteurs, quoi, je fais rien, moi je suis personne. Oui, mais 540 sur Twitch, c'est pas mal. Mais à l'échelle de la société, à l'échelle même de ce qu'est Twitch et à l'échelle de YouTube, c'est rien. Blast, après Blast, ça fait des vues, mais en fait, pas tant. Je sais même pas s'il y a une vidéo de Blast qui dépasse en vue la Macron chez McFly Carito. Je sais même pas. Je vais pas regarder, moi j'ai la flemme. Mais ça se trouve, il n'y a pas une vidéo de Blast qui a fait autant de vues que Macron chez McFly Carito. Non, mais là, on parle en absolu. On parle pas en relatif dans un secteur, on parle en absolu. Si t'es un mec random qui se connecte demain à YouTube, ce que YouTube te propose, c'est Macron chez McFly et Carlito. C'est pas les analyses de Salomé Saké chez Blast. Et c'est une vidéo qui potentiellement va rendre Macron sympathique. Et voilà, 20 millions de vues contre 3 millions pour la vidéo Blast la plus regardée. Donc Blast, c'est cool, hein, ça passe, mais ça reste une bulle, ça reste un petit milieu.
Donc, si on parle tendanciellement sur les plateformes, c'est la politique, ça a occupé une bonne place, mais en même temps, c'est une place difficile et ça génère à la fois beaucoup d'engagement et en fait, cet engagement, il n'est pas particulièrement pour les plateformes, il est aussi beaucoup en annexe. C'est des financements participatifs qui sont sur le côté, c'est des systèmes d'abonnement qui sont externalisés. Mais c'est pas forcément ce que YouTube va vouloir mettre en avant, au passage. Mais surtout, bon, bah, celle-là, c'est cool, ça existe, c'est pas mal. Il y a un bon public d'aficionados. Mais c'est pas ce que les plateformes mettent le plus en avant. Et pour TikTok, bah, je sais que Jean-Luc Mélenchon a aussi un gros compte. Mais Jordan Bardella a un très gros compte TikTok. Vous voulez combien? Regarde combien Jordan Bardella il a d'abonnés sur TikTok. Pas combien il a de vues, hein, combien il a d'abonnés. Hein. On va aller voir. Putain, je suis obligé de me connecter pour aller voir. Putain. Je suis pas connecté. Jordan Bardella, il a 2 millions de followers. Jordan Bardella, il a 2 millions de followers sur TikTok. Il a 57 millions de likes. Il a fait un TikTok. C'était quand? Il a fait un TikTok là, c'était sorti quand ça? Il a un TikTok Jordan Bardella à 19 millions de vues. Il en a un autre à 5 millions. Là, c'est aussi son bouquin 1,5 million. Enfin, vous vous rendez compte de l'audience que c'est? Jordan Bardella livre. Rechercher, premier truc qu'on me propose, Jordan Bardella livre. Après, on me propose meuf de 14 ans qui tourne. Écarte-jambes, pignouf-fille. Ok, bon, après, il me propose vraiment un truc shady. Mélenchon, il a quand même quelques. Je crois que Mélenchon a quand même quelques abonnés. Ah, Mélenchon a 2,6 millions d'abonnés. Il serait repassé devant? Par contre, il fait ridiculement moins de vues. Hein. Il fait ridiculement moins de vues, Jean-Luc Mélenchon, sur TikTok. Et il a moins de j'aime aussi. Enfin. Voilà. Écoutez. Bah, les gamins, ils cherchent des trucs de cul sur TikTok. Ouais. Bah, surfer sur les trends, c'est le plus important hein, quand tu fais du TikTok ou du Insta. C'est dans tous les guides. Mélenchon est plus proche du PCC que Bardella. La stratégie de la Russie et de la Chine, a priori, en Europe, c'est de financer ou de soutenir des mouvements qui sont localement à l'écoute du régime, enfin conciliant avec le régime, enfin qui sert les intérêts du régime. Ces intérêts-là,
peuvent être totalement en opposition avec les intérêts locaux politiques. Par exemple, si vous avez des mouvements de gauche révolutionnaires ou j'en sais rien, même maoïstes, ou que ce soit, qui défendent une forme de protectionnisme, la Chine va plutôt soutenir les mouvements ultralibéraux qui vont vouloir importer en masse des produits chinois. Par exemple, les Chinois, là, en Amérique du Sud, ils sont à fond sur le commerce, ils sont à fond sur l'Argentine et le Brésil. C'est pas du tout des régimes compatibles avec le leur. Poutine, il va financer aussi bien des partis d'extrême gauche, si jamais ça fait chier les régimes d'extrême droite des pays qui ne sont pas de son bloc, que des régimes d'extrême droite dans des pays libéraux, s'ils ne sont pas de son bloc non plus. Tu soutiens toujours ce qui fait chier les gens du coin, pas les gens qui sont d'accord avec toi. Enfin, c'est une stratégie de déstabilisation, elle est bête, hein, mais elle est comme ça. Et en Occident, sur les plateformes occidentales, où il y a aussi de l'algo et où il y a aussi des intérêts politiques, bah, ça finance des intérêts extrêmement libéraux, un peu conservateurs, très occidentaux, très pro-occidentaux. Par exemple, sur la gestion du conflit à Gaza ou Israël, on le voit très bien. Ou même sur la guerre en Ukraine. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, c'est compliqué de faire du gauchisme sur Internet. Ah, de toute façon. Là, on sait rien. Macron, il a rien dit. De rien. On en sait plus sur Notre-Dame que sur la situation politique de ce pays après l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est dire, hein. Pour les droitards, Internet est de gauche. Mais la bataille culturelle, elle a été remportée par la gauche sur un certain nombre de sujets sur Internet. Et c'est vrai que, par exemple, et c'est nouveau, par exemple, sur Twitch, enfin c'est nouveau, ça fait 3 ou 4 ans, mais encore, c'est pas très bien établi, on a une forme de pensée de gauche un peu bourgeoise, hein, qui va pas non plus sortir trop des sentiers battus, qui, par exemple, va se retrouver en hégémonie sur Twitch. Et encore, pas tout Twitch, mais où ça tire à gauche dans certains cercles bien placés sur Twitch. Mais Twitch, c'est personne, par exemple. Twitch, c'est, je crois, 1,6 million de personnes d'audience potentielle en France. Je sais même pas si c'est pas en francophonie. C'est dérisoire comparé à la télé, par exemple. Et la télé, elle est pas de gauche. La télé, elle est vraiment pas de gauche. La radio non plus. Et ça, pour le coup, on a des statistiques, ne serait-ce que sur les invités, j'en ai parlé dans une vidéo. Vous avez en moyenne, par média, 2 fois plus d'invités de droite que d'invités de gauche conviés autour d'une table. Et ça, ce sont des enquêtes qui ont été faites, en l'occurrence, justement, sur la neutralité des médias et sur le travail du journaliste. Donc oui, après, les droitards, ils pètent une durite dès l'instant qu'il y a un cinéma... qu'au cinéma, il y a un film qui a été financé par le CNC qui met en avant une personne qui a les cheveux bleus, qui dit qu'il est gay ou qui fait un coming out. Ils sont en mode, ah ça y est, le wokisme a gagné, le wokisme est partout.
Alors qu'en l'occurrence, ils ont... le pognon, il est à droite, et il défend les intérêts de droite. Enfin, le pognon, il est dans la bourgeoisie qui possède elle-même les médias et qui essaye de dicter par tous les moyens et contre souvent la loi ou les règles de déontologie ou même les règles de temps de parole. Voilà, ils essayent de pousser encore plus dans leur direction. Après, ils sont la droite, et je pense très souvent sur le long terme à contre-courant de sujets sociétaux qui finissent par s'imposer et faire leur petit bonhomme de chemin jusqu'à eux, ou à bout d'un moment où même eux ne sont plus sur les sujets sociétaux bousculés. On est quand même passé d'une France où il y a 30 ans, même il y a 20 ans, ça manifestait dans la rue contre le Pax et ça traitait Jean-Marie Le Pen pour parler des homos, parler des sidaïques, à une très bonne représentation de l'homosexualité masculine dans le paysage politique, y compris, si ce n'est surtout, à l'extrême droite et à droite, par exemple. Tanguy, mais pas que. Il y a eu le coming out de Kasbarian, Gabriel Attal, on a eu Florian Philippot, on en a eu plein. Je me demande si Chenu aussi, d'ailleurs. Asselineau, c'est plus compliqué que ça, mais... Asselineau, il y a des accusations un peu plus graves qui pèsent sur le bonhomme. Qui sont pas liées... qui sont un peu plus... il était accusé d'attouchement ou d'agression sexuelle. Toujours plus simple quand on est un homme, tout à fait. Il y a même, quand on discute un peu avec des gens de ce milieu-là, de milieu LGBT, il y a même un peu cette idée que beaucoup d'hommes gays profitent aussi... comment le formuler ? C'est une version normalisée et acceptable des luttes LGBT. Là où eux-mêmes, par exemple, pour certains, se sortent du cadre LGBT en disant « Nous, regardez, on est respectable, on est ce que vous voulez. » Eux, non. En jetant l'opprobre sur les... pour le coup... les femmes homosexuelles, les bisexuels, etc., etc. Je sais pas si Marine Le Pen va faire son coming out. Enfin bref, Quelle est la différence entre le PCF et les filles? Il y en a quelques-unes. Et je tiens à rappeler que Jean-Luc Mélenchon, au cours d'au moins 6 élections, en l'occurrence 2 européennes, 2 présidentielles, 2 législatives, a été un candidat du Parti communiste. Ou en l'occurrence, un candidat du Front de gauche, dans lequel, certainement, la plus grosse formation politique était le Parti communiste. Et puis, il y a eu une rupture, et Jean-Luc Mélenchon a voulu se singulariser,
en pensant qu'il pouvait, au rapport de force, obtenir les électeurs, les députés et les voix sans avoir à négocier avec des gens qui le faisaient chier sur des questions, des virgules, des machins, comme ce qu'on fait toujours à gauche. Ah oui, bah Jean-Luc Mélenchon, à la base, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est une stratégie de respectabilité. Maintenant, il est sur une stratégie de radicalité, mais pendant longtemps, Jean-Luc Mélenchon, ça a été la stratégie de la respectabilité, de la notoriété, et justement d'être... on est de gauche radicale, mais on met plus de drapeaux rouges, on met les drapeaux français, on chante plus l'international, on chante la Marseillaise. C'était ça, le tournant 2012. À partir de 2012, ça a été ça le tournant. Avec une comment dire, une pleine... cette stratégie a vraiment été, pour le coup, totalement adoptée en 2017. Il a fait mieux sans le PC. Oui, mais aurait-il pu faire quoi que ce soit s'il n'était pas passé par là? C'est plus contestable. Oui, Olivier Dussopt, il a fait son coming out pour sauver le gouvernement Attal. Et là maintenant, Mélenchon, maintenant, la stratégie, c'est la pleine radicalité, mais ça a émergé ensuite. Plus tard, entre 2017 et 2022. Je dis pas qu'ils sont plus radicaux, je dis que la stratégie de communication, c'est de mettre l'accent sur la radicalité. Oui, moi je trouve que c'est surtout une posture de radicalité. Moi j'aimerais moins de radicalité dans la posture, plus de radicalité dans le programme. Voilà, si on me demandait à moi, mais on me demande pas. Ce qui est quelque part un peu ce que cherche à faire Roussel, mais trop. Roussel est peut-être trop en demande de respectabilité, quand même. Hein. Moi, ce que je trouve... Il y a des sujets sur lesquels on va s'entendre dire qu'il ne faut pas être trop radical parce que sinon ça va rebuter les électeurs. Qui sont des sujets importants, quand même. Hein, genre la rente. Faut pas froisser les propriétaires, par exemple. Pas trop. En fait, une partie des députés le sont, donc propriétaires rentiers. Donc voilà. Et par contre, sur certains sujets, il faut l'être absolument. Roussel, justement, c'est la radicalité dans le fond, mais fait le taf au niveau de la forme sans trop de radicalité. Moi, je pense pas que Roussel il y arrive. Hein. Je pense pas que Roussel arrive à faire ce qu'il cherche à accomplir. Roussel, c'est un sous-ruffin en la matière, hélas. Hein. Et d'ailleurs, ça a été l'un des enjeux de Fabien Roussel. C'est pas tant, enfin c'est aussi, ça a été en tout cas, moi, dont je parlais avec mes amis communistes du Pays de Rennes, c'était d'éviter de perdre beaucoup de jeunes qui étaient tentés de partir vers les filles, justement parce que le discours était trop lisse et parce que ça parlait moins de lutte des classes dans le discours. Même si dans le programme, il n'y a pas trop... même d'ailleurs, si vous allez dans les événements coco, moi j'y suis allé, hein, je suis allé à la fête des amis, je sais plus quoi, là, la fête du PCF, ou même juste des réunions publiques avec des gens du PCF. Ou alors, vous avez quand même différentes chapelles, hein. Vous avez les maoïstes encore, il y a même des titistes, vous avez tout. Hein. Mais l'enjeu lutte des classes, il est quand même souvent assez maîtrisé et assez central malgré tout.
Là où Roussel, il va jamais oser dire lutte des classes. Quand même. Roussel n'a pas assez pris en compte les questions des luttes intersectionnelles. Moi, je pense que les filles ne l'a pas pris en compte sur tout un tas de sujets non plus. Je pense que de toute façon, la gauche est en train d'avancer, de se construire là-dessus. C'est compliqué. Mais à LFI, l'intersection de la classe, de la race, du genre et par exemple la situation de minorité culturelle ou linguistique, toutes les cases ne sont pas cochées quand même. Hein. Et pas toutes de manière aussi évidente. Moi, ça me fatigue de devoir expliquer pourquoi combattre le français comme langue unique, c'est un combat anti-impérialiste à des gens qui sont censés être, disent-ils, en pointe sur ces sujets-là, et ceux de l'Assemblée qui les maîtrisent le mieux. Moi, par exemple, alors que j'ai pas le problème, c'est jamais un problème quand je parle avec des gens du PCF sur la question de la langue. Hein. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur, ou la question de la culture locale ou régionale. Il y a... parce que ça va contre l'idée que Jean-Luc Mélenchon se fait de la France. Après, Fabien Roussel, sur le racisme, il en parle pas beaucoup, parce qu'il a peur de froisser le facho bavagé. Le fâché bavageau. Mais là, on est sur des points de détail. Puis là, Roussel, ça fait quelques temps que j'ai pas entendu parler. Le seul moment où je l'ai entendu parler récemment, c'était, je crois, à l'étranger, et il parlait de lutte des classes, alors, et de socialisme, au sens marxiste du terme. Je suis désolé, je pense que je vais juste pas pouvoir tenir... je voulais tenir jusqu'à 22h, parce que normalement, c'est l'heure à laquelle je lance mes streams. Mais là, j'arrive vraiment plus à parler. Ça devient vraiment difficile, je suis vraiment en train de forcer. Ça devient vraiment pénible. Je suis malade, quoi, donc c'est chiant. C'est chiant, quoi. Ah tiens, je vais vous envoyer chez... Je vous envoie chez quelqu'un que j'aime bien. Désolé, j'abdique un peu avant l'heure qu'il faut. Voilà. En espérant que ça aille mieux bientôt. Bisous à vous.